Salut Véro. Salut Anthony. Et on fait comme si on s'était pas eu au téléphone il y a 20 minutes. Ouais, bien sûr, hein. Tu fais quoi du coup? Écoute, je fais un ciel Montparnasse, ça fait des lustres que j'en ai pas fait. Et je suis bien content de le faire avec toi. Et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission live de témoignages où je reçois une personne ou deux qui viennent raconter leur histoire avec la maladie de Parkinson. Donc souvent j'aime bien qu'on parte de la vie d'avant la maladie et qu'on retrace un petit peu les premiers troubles. La première fois qu'on va chez le médecin, peut-être des fois l'errance médicale, ce qui peut arriver, le diagnostic, les ressentis qu'on a eus, et puis on va en arriver petit à petit jusqu'à la vie d'aujourd'hui Ouais, d'accord. et les projets. Donc je vais te laisser te présenter pour commencer, ton nom, prénom, etc. Alors moi c'est Véronique Grisdo-Garbach, parce que je suis mariée et j'ai gardé mon nom de famille. Qu'est-ce que je peux dire? Je Bah, suis, dis-moi, j'ai deux enfants, dis-moi, ouais, t'as deux enfants, ça c'est t'as quel, important. t'as quel âge? Ah, j'ai 52 ans, depuis peu. Ouais, c'était au mois de janvier. C'était en décembre. Ah, c'était en décembre, pardon. Ok. Donc on va partir de ta vie et donc t'habites pas très loin de chez moi. Ah ouais, ouais, ça y est, je suis dans le sud, ex-banlieusarde de Paris. Je suis dans le sud depuis 2 ans et demi et j'habite Canet, près de Clermont-Lérault. Ok. Allez, on va se plonger dans ton passé et on va partir de ta vie d'avant, avant les premiers troubles. Donc t'avais quoi comme vie avant de ressentir les premiers troubles, où est-ce que tu habitais, qu'est-ce que tu faisais comme boulot, voilà un petit peu la situation avant maladie. Alors écoute, avant maladie, c'était un peu comme maintenant, sauf que c'était en Île-de-France. Ok. Pardon. Ok, j'ai juste dit ok. J'habitais à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, et je travaillais, comme je travaille toujours, chez Citroën, à la publicité. Je m'occupais beaucoup de baseball. J'entraînais une équipe, l'équipe de Montigny-le-Bretonneux chez les tout petits, les 9U. Et, et voilà. Et je venais d'avoir une deuxième enfant, Ok. Kenji, qui était né en 2013. Et peut-être une petite année après, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Alors justement, qu'est-ce que même si tu l'as pas tout de suite ressenti ou identifié, rétrospectivement, quel a été le premier trouble que tu as eu, là, les premières sensations, les premières sensations bizarres que tu as pu ressentir en ne sachant pas ce que c'était, voilà. Alors moi vraiment le premier trouble qui m'a entre guillemets inquiété, c'est un tremblement du bras droit, mais à des moments précis, en fait, à des moments de forte émotion. Alors ça pouvait être la joie, ça pouvait être la colère, ça pouvait être vraiment des très fortes émotions. J'avais le bras qui se tendait et qui se mettait à trembler. Ok, et ça, quand ça t'arrivait, tu trouvais ça bizarre, mais bon, t'en as parlé à personne, Non, moi je suis quelqu'un qui psychote beaucoup, donc ça m'a plutôt inquiété. Je trouvais ça un peu bizarre et bon ben c'est resté dans ma tête, Ok, on va dire. donc t'avais identifié que quand tu ressentais des émotions un peu fortes, t'avais ce bras qui tremblait, tu savais pas pourquoi. Ouais. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres troubles qui sont apparus? Pas particulièrement, ça se passait toujours sur le bras droit en fait. Avec les tremblements, il y avait en fait une sensation de tension des muscles et en Ouais, fait j'ai très rapidement une tendinite en fait ok. du bras. Mais t'étais à des années-lumière de penser que ça pouvait être un truc neurologique. Alors en fait j'ai consulté rapidement. Hein, moi je me prends pas la tête. La politique de l'autruche, je l'ai faite il y a très longtemps. Maintenant j'ai arrêté. Et en fait mon médecin généraliste voyait pas du tout de maladie D'accord. voyait plus un état d'anxiété. Donc avec ce trouble de petits tremblements et de tension musculaire quand tu ressens des émotions fortes, t'as décidé d'aller chez le médecin pour lui parler de ça. Au bout de combien de temps?
Ouais, parce que ce que tu peux coupler aussi avec, c'est une dépression aussi. Alors qu'on a pris avec l'accouchement, en fait, si tu veux, du deuxième Ouais, enfant. baby blues. Voilà, mais qui est resté quand même assez présent. Et donc j'avais comme symptôme la dépression, le bras qui tremble de temps en temps et la tension musculaire au niveau du bras et du cou, avec une tendinite. Ok, et du coup, au bout de combien de temps tu te décides d'aller chez le médecin? Je te dis, j'attends pas beaucoup. Hein. J'y vais parce que je sais que j'ai besoin de savoir. Et le problème, c'est que le médecin ne va jamais me donner une réponse claire. D'accord, donc tu arrives chez lui, tu lui dis bonjour, je viens vous voir parce que j'ai des petits tremblements au bras et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit lui? Il te Bah, prescrit des examens, il te... non, 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 franchement, je me rappellerai toujours. Alors, je sais pas si c'est au premier rendez-vous ou au deuxième, parce que je l'ai vu plusieurs fois, parce qu'on a cherché longtemps ce que j'avais. Euh, je me rappelle très bien, je lui ai parlé de Parkinson assez rapidement, peut-être au premier ou au deuxième rendez-vous. Et elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, ça peut pas être ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Alors j'ai fait bah oui, je peux faire ça. Bah vous voyez, tout va bien, vous êtes jeune, ça peut pas être ça. Je vous promets que mon médecin généraliste m'a dit ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Bah, c'était en 2014, j'avais 43 ans, 42 ans. Ok. Donc tu repars de son cabinet, pas d'ordonnance, pas de truc. Non, Elle juste t'a- la possibilité que ce soit vraiment, on m'a fait part de troubles, de tremblements ok. essentiels. Voilà. Que je me causais moi-même parce que j'étais une grande anxieuse. Voilà. Ok. Et donc bah, tu repars de là-bas. Donc tu Ouais, continues ta petite vie. Tu continues ta petite vie et tout ça. et j'ai de plus en Est-ce que d'autres- plus mal au bras. t'as de plus en plus mal au bras? Ok. Ah bah oui. Et j'ai Et- de plus en plus souvent. ok. Donc Et j'ai en fait d'autres symptômes qui apparaissent maintenant que tu me le dis. J'ai un moment au travail que je me rappelle très très bien. En fait, je travaille à la publicité et souvent je faisais des préparations d'interview. Et pour ces préparations d'interview, je prends des notes. Donc je prenais à l'ancienne des notes en ouais. écrivant. Et je me rappelle très bien que sur une des interviews, j'ai commencé à écrire et en fait, j'ai pas pu écrire. Ouais, c'est bloqué. Micro-écriture direct et mal à la main, mal au poignet, c'était pas possible. Ok. Et à ce moment-là, tu relis ça avec ton problème de tremblement ou tu te dis c'est bizarre? Ah oui, clairement, clairement, puisque c'est la main droite, c'est clairement ça. Et j'avais l'impression si j'allais retourner encore au médecin, j'allais pas trouver de réponse, quoi. Ok. Et t'es droitière, hein? Ouais, je suis droitière. Ok. Donc on continue un peu à dérouler. Donc Ouais, qu'est-ce bah qui te... qui- c'est simple. En fait, j'ai eu de la chance, et tu vas voir pourquoi. C'est qu'un jour, j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin généraliste. Et ben, devine quoi, il était parti, sans prévenir. il avait, ouais, il était parti. C'était plus le même médecin. Ouais, le médecin était parti sans prévenir. Ils étaient deux et elles sont parties. On ne savait pas où. Elles n'avaient prévenu personne. Mais par contre, elles avaient trouvé des remplaçants. D'accord. Donc tu te pointes chez le médecin et c'est quelqu'un que tu connais pas. Exactement. Et donc tu lui réexpliques ce Ben qui là, t'arrive. je lui explique toute la. Et en fait, je craque, hein, je pleure. J'étais en pleine dépression. J'en avais marre. Je voulais savoir ce que j'avais. Je pensais que c'était un truc au cerveau, je sais pas, une tumeur ou je sais pas quoi. Quand je me faisais mille et une perspectives. Et pour une fois, elle m'a écouté, elle m'a dit écoutez, il n'y a pas de souci, je vous envoie chez un neuro. D'accord. Donc elle, je Le pense but, qu'elle, c'était de lui mettre l'idée de l'autre personne. je pense que elle a identifié plus rapidement. Enfin, en tout cas, Ouais, et puis elle a surtout identifié ma détresse, je pense. ouais. Puis elle a envisagé la piste neurologique. Exactement, voilà. Il fallait trouver une réponse et je lui ai dit maintenant, on arrête c'est de ma faute, c'est moi qui fais les tremblements, etc. J'en ai ras le cul, je veux savoir ce que j'ai. Et donc, elle m'envoie chez un neuro qui me prescrit un DAT scan. Ok. Attends, on va Oui, détailler un tout petit peu parce que là c'est un peu rapide. Donc elle t'envoie chez un neuro. T'as jamais vu de neurologue de ta vie. Est-ce que tu sais ce que c'est que la neurologie? Est-ce que tu... non,
Non, mais je me pose pas trop de questions. Tu sais, moi, les hôpitaux et tout, j'en ai vu pas mal parce que bah, j'ai un fils qui est tombé malade. J'ai eu pas mal d'opérations dans ma vie, donc bon, je vais voir un euro, c'est pas grave pour Ok. moi. Du moment qu'il trouve ce que j'ai, ça me va. Ok. C'était quoi? Tu l'as eu rapidement ton rendez-vous chez le neuro? Ouais, ouais, Ok. on a pris le premier euro à Montigny, qui était pas mal, hein, mais avec qui j'ai Ok. pas continué. Donc tu vas chez le neurologue. Donc il a un autre ton médecin qui lui explique un petit peu tes symptômes. Ouais, Il fait quoi? il me fait quelques examens quand même. Il te refait des tests. Ouais, ouais, il me fait faire pas mal de choses. Et Ouais. il me dit rien. Il me dit pas de diagnostic, mais il me dit qu'il me prescrit un DAT scan. Ouais, il t'explique ce que c'est qu'un DAT scan ou il te dit. Oui, bien sûr, oui, oui, avec injection, le fait de rester longtemps et tout. Et Et il me dit que ça peut. Il commence à me parler de Parkinson, mais sans plus, quoi, franchement. ouais, mais au premier rendez-vous, il te prononce le nom de maladie de Parkinson quand même. Même si, Je même si, crois, euh, je crois. même si il te le dit pas comme un diagnostic, mais il t'en parle. Oui, bien sûr. Enfin, franchement, je m'en souviens plus trop bien, mais je pense qu'il l'a fait. Ok. Donc tu repars de chez lui, tu as une ordonnance pour un DAT scan. Euh, t'es content du rendez-vous ou Ben t'as l'impression d'avancer? oui, parce que bah ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle étape de franchie, qu'on va faire un nouvel examen et que peut-être je saurai ce qui se passe. Ouais, t'as l'impression d'avancer en fait. Exactement. Ok, allez, DAT scan, ça se passe bien. Ouais, ouais, je m'étais préparée, je savais que ça a duré longtemps, donc je me suis refait un film entier pendant le DASCA. Alors attends, excuse-moi, je te coupe. Parce qu'il n'y a pas que des malades qui nous regardent ou des aidants. Pour ceux qui ne savent pas, un DAT scan, c'est une scintigraphie cérébrale. C'est-à-dire qu'on nous injecte un produit très faiblement radioactif qui va se voir au scanner et qui va permettre de déterminer s'il y a un déficit en dopamine ou pas. Donc voilà, c'est ça le DAT scan. Donc tu y vas, ça se passe bien. Il y a au moins deux, 3 semaines avant le résultat. Et écoute, j'ai pas l'impression que c'était si long. Moins de Dans mon ça. souvenir. Alors je dis pas que c'était peut-être une semaine, mais à peine. Ok. Et le résultat, c'est pas moi qui vais le chercher, c'est le neuro qui m'appelle. D'accord. Donc le résultat est envoyé au neurologue Voilà. et lui il te téléphone. Ouais, il me téléphone, ça je m'en souviens Ok. très bien. Il téléphone et il téléphone pour te donner un rendez-vous Il me ou dit- non, il t'explique. pour me dire ce qu'il en est. D'accord. Il le dit avec des pincettes ou. Alors, ouais, ouais, enfin, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que c'est très difficile pour les médecins d'annoncer ce genre de choses. Et je me rappelle très bien, il me fait oui, alors il semblerait, parce que c'est toujours le conditionnel, c'est ça qui m'a fait sourire, que ce soit un Parkinson, d'accord? Je fais ok. Et il me dit, mais vous savez, on vit très bien avec maintenant. Ça revient tout le temps. C'est pas le premier à Ouais. m'avoir dit ça. Et, Ouais. et on va faire des examens supplémentaires. Vous allez aller à la salpêtrière, vous allez refaire des examens et on affinera le diagnostic. Ok. Tu ressens quoi à ce moment-là? C'est le monde qui s'écroule sur toi ou Alors, t'es content ouais, ça fait chier. Dans un Ah oui, premier temps, ça fait chier. ça je confirme. Euh, euh, je suis un peu, je suis un peu sonnée, je pense. En plus, je me rappelle très bien, il y avait ma belle-mère à la maison et qui a été très bien, qui m'a soutenue. Mon mari, lui, ça faisait longtemps qu'il s'en doutait. Il Ouais. m'avoue ce jour-là qu'il se doutait que j'avais Parkinson parce qu'il avait dû voir 40 articles sur Internet Ouais. hein, par rapport à mes symptômes. Alors que moi, je n'ai jamais été sur Internet là-dessus. Et bah, je le prends comme ça. Voilà, je me dis ok, d'accord. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Donc voilà. T'as, comment dire, t'as gardé ce cap-là ou t'as eu une phase d'acceptation un peu plus tard ou tu l'as accepté directement? Bah, Comment c'est passé? je t'avoue qu'en fait, non, je veux pas dire que je l'ai accepté tout de suite. C'est pas vrai, mais je pense que ce qui m'a aidé dans la découverte de ma maladie, c'est tout ce qui est arrivé avant à mon grand garçon,
qui à l'âge de 5 ans est devenu diabétique insulinodépendant. Ok. Et ça a changé notre vie. Et c'est arrivé d'un coup. Et j'ai un peu comparé ce qui m'arrivait avec ce qui lui était arrivé. Et du coup, ça m'a aidé. Ouais, une tuile de plus. Ouais, une merde de Ouais. plus, c'est pas grave. Ok, donc tu as ton diagnostic, bon, tu l'acceptes, en tout tu en prends conscience. Non, des suspicions, enfin, je te promets, il a pris le conditionnel. Hein. On sait Ouais. rien. Donc tu prends quand même conscience du truc est-ce qu'il y a une partie de toi qui est quand même un petit peu, je vais pas dire contente, mais au moins tu sais ce que t'as. Ah bah si, il n'y a pas de tumeur, je veux pas mourir tout de suite, sauf si je traverse la rue et qu'on me renverse. Bon, c'est déjà mieux. Donc Mais t'as quand même un côté positif qui ressort vite. ben ouais, peut-être. Enfin, je dirais pas que c'est super positif, mais Si, mais mais la façon dont t'en parles, je me reconnais un petit peu et c'est vrai que tout de suite de relativiser et de se dire que c'est pas une maladie mortelle et que forcément il y a pire. Enfin, voilà, il y a toujours pire, hein, de toute façon. ah oui, Mais t'as quand même vite relativisé. ouais, je pense, ouais, mais ouais, je pense. Et du coup, alors, on connaît tes troubles, on connaît ton parcours un petit peu médical, on connaît ton diagnostic. À partir de quand tu commences à prendre des traitements Alors pour ça? en fait, justement, c'est ce que je te disais, il m'envoie 5 jours à la salpêtrière quand même. C'est une espèce de passage obligé où tu fais refais un DAT scan, tu refais des examens beaucoup plus précis, beaucoup plus poussés, pour t'entendre dire à la fin que oui, vous avez probablement Parkinson et qu'on va vous donner un traitement adéquat et que si vous réagissez au traitement, c'est qu'effectivement vous avez Parkinson. Donc, ok, il te donne quoi comme traitement? Alors, j'ai fait des révisions tout à l'heure, j'ai regardé mes je crois qu'ils avaient commencé avec du Modopar et d'Azilec ou un truc comme ça. Ok, ok. Ça t'a fait de l'effet? Ah oui, moi je réponds extrêmement bien à tous ces. D'accord. Donc tu réagis bien au traitement. Ouais. Est-ce que du coup, ça te met un coup de boost parce que du coup, tu t'essaies un médicament, ça marche, donc t'as plus de troubles à ce moment-là. Ah ouais, mais c'est non, mais attends, Parkinson c'est pas aussi simple Non, non, quand mais même. à ce moment-là. À ce moment-là, ça n'a jamais été, franchement avec les médocs, ça n'a jamais été tout rose en fait. Comme je réagis très vite, si tu veux, quand ça fait effet, ça fait effet, mais quand ça fait plus effet, ça fait vraiment plus effet. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me souviens qu'au travail, j'avais vraiment des problèmes avec ma main droite, j'avais mal et j'ai fini par plus avoir de souris. Je fais que du trackball avec la main gauche. Tu vois, j'ai dû m'adapter par rapport à ça et les médicaments m'ont pas aidé, m'ont pas rajouté des choses. Ok. La suite, donc t'es resté sous Modopar un certain temps. T'as Ouais, débuté. alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas gardé le neuro qui m'a découvert la pathologie. J'ai demandé à mon nouveau médecin qui avait si bien fait les choses de me conseiller une neurologue, enfin un neurologue. Et j'ai soi-disant été chez une personne qui avait une très bonne réputation et avec qui je m'entendais très bien, qui m'a fait un traitement à base de Stalevo, Modopar et Azilec. Ouais. Alors, juste pareil pour préciser au public non averti, le Modopar et le Stalevo, comme le Cinémet, c'est de la L-Dopa, c'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est un déficit en dopamine. Et donc le Modopar, le Stalevo et le Cinémet, ce sont des médicaments qui vont nous rendre la dopamine qu'on a perdue. Donc c'est de la dopamine synthétique. Et c'est le truc le plus courant comme traitement pour les malades de Parkinson. On parle pas mal de ton boulot. T'en avais parlé à ton boulot? T'avais parlé à des collègues de... Euh,
mon boulot, ça c'est important. Il faut savoir que avec cette errance de diagnostic, ça a été quand même à peu près 2 ans qui sont passés avant de faire le diagnostic. Je suis passée vraiment par des mauvais moments. J'ai fait pas mal de dépression. J'ai été pas mal arrêtée, mais j'ai toujours eu une direction et un service qui m'a soutenue, en fait, des responsables qui m'ont soutenue. Et quand Ouais. le diagnostic a été fait, je l'ai pas caché au travail, en fait. Je l'ai dit aux personnes qu'il était nécessaire qu'ils le savent, c'est-à-dire mes chefs directs et le service du personnel. D'accord. Mais je me suis pas pris la tête. Je l'ai dit tout de suite, hein, parce que je suis comme ça. J'ai pas besoin de cacher les choses. De toute façon, ça se voyait. Hein, donc, voilà. Ouais, et vis-à-vis de tes amis, de tes proches, tu l'as dit aussi facilement ou Ouais. De toute façon, quand on me connaît bien, je suis une espèce de miroir à émotion. Je peux pas cacher les choses. Je sais pas mentir. Donc, je préfère dire les choses et puis après on passe à donc, la vie continue puis on passe à autre chose. mais du coup quoi, t'as passé des coups de fil ou alors c'était quand tu voyais les gens petit à petit, tu leur annonçais Ouais, le truc ou alors t'as fait. c'était plutôt ça comme ça. Ouais, c'était plutôt ça. Ouais. Quand on se rencontrait, j'ai fait bon, je vais pas dire ah oui en fait j'ai Parkinson. Non, c'est pas comme ça. Si ça venait dans la conversation. Et de toute façon, en 2 ans, ils savaient que j'avais été mal pendant 2 ans et qu'on avait cherché ce que j'avais. Donc au bout d'un moment, ça c'est dans mes amis proches, ça s'est su. Puis les amis qui étaient moins proches, ils n'avaient pas besoin de le savoir, ils le sauront quand je les rencontrerai. Et puis voilà. T'as eu, est-ce que tu as eu de la compréhension ou du déni dans tes proches ou est-ce que tu as eu que. Non. Tout le monde a été sur la même longueur d'onde. J'avoue que mes parents ont eu beaucoup de mal à encaisser le truc, mais j'ai toujours mes parents qui sont vivants et qui s'inquiètent beaucoup pour moi. Mais il faut pas. Mais j'ai une famille qui me soutient, j'ai des amis qui me soutiennent et ils me connaissent donc ils savent que voilà, ça devrait aller. Ouais. Donc c'est après ça que tu déménages. Ouais. Oula, non. Ouais, il s'est passé plusieurs choses entre temps. C'est pas qu'il s'est passé plusieurs choses, c'est que en fait j'ai vécu avec Parkinson en région parisienne et en continuant de travailler. On a eu le Covid aussi, je sais pas si tu te rappelles. Si, c'était. Voilà. Et le Covid a apporté une chose de très importante dans ma vie, en fait, c'est le télétravail. Ouais. Voilà. Pendant le Covid, en fait, chez Citroën, on a fait pas mal de télétravail et on s'est tous aperçus qu'on travaillait très bien chez soi, en tout cas moi. Et là, j'ai réfléchi et j'ai discuté avec mon mari et je me suis dit mais en fait, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. C'est de Il se est barrer. clair que il est clair que dans 10-15 ans, si je reste dans mon appartement qui est pas mal, avec terrasse, mais au 3e étage sans ascenseur, en banlieue parisienne, je pense que ce sera plus très simple dans 15 ans avec Parkinson. Donc, Ok. ne serait-ce pas le moment de chercher une maison de plein pied avec un petit jardin et de proposer une négociation avec mon travail pour travailler en télétravail. D'accord. Donc c'est le Covid avec son télétravail qui t'a poussé à te dire que Voilà. c'était plus confortable pour toi de continuer à bosser de chez toi, mais avec un meilleur confort. En fait, je m'étais dit, il faut quand même préparer l'avenir et je me voyais franchement pas tremblante, ayant du mal à monter les escaliers. Je me suis dit, je me serais cassé la gueule. 3 étages sans ascenseur, c'était un peu compliqué. Puis franchement, l'appart qu'on avait était très bien, mais c'était pas l'appart que je voulais pour Ouais. ma famille. Donc on s'est dit, on fait le grand saut. T'avais choisi déjà le Montpellier à peu près ou Alors Montpellier, pourquoi Montpellier? En fait, on hésitait entre Toulouse et Montpellier et on était guidé par le baseball, qui prend une grande part de notre vie dans notre famille, puisque les 2 garçons font du baseball. Et le grand a été en pôle à Montpellier, donc ça nous avait permis de découvrir la ville pendant 2-3 étés. Et on s'était dit, pourquoi pas aller là-bas, même s'il fait très chaud l'été, c'est ce qu'on savait. Donc le deal, c'était une maison plein pied,
avec la clim et si possible une piscine pour que je puisse faire de la rééducation et nager avec la maladie. Bon, je suis allé la visiter, je confirme qu'elle a trouvé. Ok, donc le Grand Saut, vous quittez Paris. À ce moment-là, t'es toujours sous cachet? Je suis toujours sous cachet, mais on les a augmentés au fur et à mesure. Ouais. Et un truc qui est incroyable et que je peux plus entendre comme phrase, c'est de la part d'un neurologue, c'est on se laisse de la marge. C'est-à-dire que j'ai des symptômes, ça me gêne, mais on va surtout pas trop augmenter les médicaments parce que on sait jamais, il faut se laisser de la marge. Je connaissais pas cette formule dans ces dans ces cas de figure-là. Ah, moi, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Du coup, tu arrives sur Montpellier, il faut que tu trouves un nouveau neurologue. Alors là, j'ai eu le réflexe France Parkinson, qui est très rare chez moi, parce que j'étais pas très France Parkinson pendant 6 ans, 5 ans, parce que ça faisait déjà 5 ans que j'étais partie. Et je suis tombée sur Daniel Tritan du comité 34, super. Et je lui ai demandé quelque chose de simple. Je lui ai dit voilà, je veux un neurologue, mais je veux un neurologue qui a des patients jeunes. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça, mais je me rappelle très bien l'avoir fait. Okay. Je dis je veux quelqu'un qui gère des patients jeunes, pas des patients à 70 ans ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Au moment, enfin, avant de savoir que tu avais la maladie de Parkinson, tu connaissais cette maladie ou pas du tout? Non, je connaissais que Michael J. Fox et Mohamed Ali, parce que Michael J. Fox parce que j'aime beaucoup ses films, et puis Mohamed Ali parce qu'on a tous l'image de lui en train d'allumer la flamme olympique à Los Angeles. Donc t'avais l'image de. Est-ce que tu avais l'image que tout le monde a des personnes âgées, des tremblements, ou est-ce que tu avais un peu plus d'infos, ou tu savais que ça pouvait peut-être arriver aux plus jeunes ou quoi? Je savais que ça pouvait arriver aux plus jeunes parce que je savais que Michael J. Fox avait été diagnostiqué petit. Ouais, après, ça restait, si tu prends tous les people du monde, ça restait un cas quand même quasiment unique. Ouais, mais pour moi, si tu veux, s'il y en a un qui l'est, tout le monde peut l'être. D'accord. Moi, je suis comme ça. Ok, donc elle te conseille un neurologue sur Montpellier? Ouais, la clinique Beausoleil. En fait, il y a des jeunes neurologues et franchement, j'ai pris celle qu'on m'a dit, docteur Hertz. Ok. Donc, t'es allé la voir pour la première fois, vous avez fait un bilan de tes traitements et tes symptômes, tout ça? Ouais, c'était un peu confus parce que bon, c'est vrai que le déménagement et tout, on a fait ça un petit peu. Enfin, tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable. On a quand même vendu la maison, on a eu du mal vendu l'appart, on a eu du mal à le vendre, on a acheté la maison. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu les changements d'école et tout. Et si je me rappelle bien, elle a voulu tout de suite faire un bilan et effectivement, elle m'a envoyé dans pas mal d'hôpitaux pour faire des examens, des trucs comme ça. Mais franchement, j'ai enchaîné, je sais pas trop ce qui se passait, mais j'ai passé une année comme ça à faire pas mal d'examens et parler d'opérations, même si ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et elle a essayé de me vendre très rapidement la pompe à apomorphine. Ouais. Que j'ai refusé, bien sûr, parce que je voulais pas de filer à la patte. Ouais. Mon fils diabétique n'en voulait pas non plus, donc je me dis si lui n'en veut pas, moi j'en veux pas. Donc voilà, on a passé une année comme ça où ça devenait un peu difficile parce que les offs des médicaments m'handicapaient pas mal. Ok. Donc t'as fini par tes troubles au quotidien ont fini par te persuader que peut-être que la pompe fallait y songer à 2 fois, quoi. Ben, en fait, pour tout avouer, c'est surtout les symptômes qui commençaient à devenir énervants et qui faisaient mal. Handicapant. Handicapant. Handicapant, ouais. Le principal, c'est la griffe des pieds. Faut savoir que moi, dès que je suis en absence de dopamine, mon premier symptôme, c'est les dents qui claquent. Super sympa. Et, et les pieds qui se mettent en griffe. Et ça fait vraiment super mal. J'avais le pied complètement déformé, en fait, parce que tous les matins, j'y avais droit. Donc ça s'appelle des dystonies. Ça ressemble à des crampes, en fait. C'est pas super agréable. Ah non,
Je sais que tu en as quelques-unes là depuis quelques temps. Ouais. Moi, c'est pas les orteils, c'est tout le pied. Mais voilà, ouais, c'est pas super cool comme symptôme. Ouais, bah, en fait, j'ai relu donc mes comptes rendus là pour me remémorer un peu. Et pendant toute l'année, en fait, ça s'est, on va dire entre guillemets aggravé parce que j'avais donc ces dystonies. J'avais le sommeil qui commençait à devenir catastrophique. Ouais. J'avais le trouble des jambes, tu sais, Sans c'est repos. quand t'as mal au genou. Ouais. Sans repos, les jambes sans repos. Voilà. J'avais des crampes. Je me réveillais, je me rendormais pas. C'était assez compliqué. Ok. Euh, donc tu t'es laissé tenter par la pompe à Pokino. Bah, elle m'en a parlé, elle n'arrêtait pas de m'en parler, et au bout d'un moment, moi je dis bah oui, allons-y, puisqu'il faut faire quelque chose. Et puis, pardon, j'aime bien faire ce parallèle. De l'autre côté, mon fils diabétique commençait à y penser aussi. Donc je me suis dit, si lui y va, bah j'y vais aussi. Ok, donc ça c'était il y a combien de temps? C'était en octobre 2021. Ok. Donc aujourd'hui t'es sous pompe à Pokino. Octobre 2022, excuse-moi. Donc aujourd'hui, là, depuis octobre 2022, t'es sous pompe à Pokino. Ouais. Et, Depuis novembre. et ça va comment alors? Ça a été bénéfique tout de suite? Écoute, c'est incroyable ce machin. C'est ça n'a pas été simple pour l'installer parce que bon, j'étais quand même contre et donc j'étais un peu reculante par rapport à ça. Donc déjà quand on me présente les pompes, que je vois ces gros machins, ces trucs qui font du bruit, qui sont pas du tout adaptés pour les gens qui ont Parkinson, bah je critique. C'est mon métier, hein, premier. Hein, je critique. Mais bon, je choisis ma pompe, je fais le protocole. Il faut savoir que ça a été fait à domicile. Ça, c'est génial. Je le conseille à tout le monde. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tout s'est fait chez moi. J'ai des infirmières qui sont venues et qui ont appris à se servir de la pompe comme moi, en même temps, avec le prestataire Asdia qui avait été choisi par le docteur Hertz. Ouais, j'ai une question. Parce qu'on me l'a posé plusieurs fois, est-ce que au moment du diagnostic, on revient un peu en arrière, hein, désolé, est-ce qu'on t'a proposé une aide psychologique? Bah, c'est-à-dire que moi, je l'avais déjà. J'avais tellement galéré et qu'on m'avait tellement dit que c'était moi et que j'étais en dépression que l'aide psychologique, en fait, je l'avais depuis longtemps. D'accord, mais au moment où tu annonces ton diagnostic, il te conseille d'aller te faire aider ou bon, toi tu y allais déjà, mais lui il Ah t'en non, a mais moi, parlé? j'ai une psy depuis quasiment les premiers symptômes, quoi. D'accord. Et est-ce que lui sans savoir, lui il savait pas que tu avais une psy. Est-ce que lui il t'a conseillé non? Non, non. Ok. Non, c'était une question qui m'intéressait parce qu'on me l'a déjà posée plusieurs fois. Mm-hmm. Ok. Non, pourtant, c'est inutile. Donc la pompe, ouais, tu rebutes un peu au début, finalement tu la prends. Ouais, Et donc je la prends et puis, bien sûr, comme je suis un peu, je fais pas attention ou je veux faire les choses vite, je fais absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que je comprends pas l'ordonnance de mon médecin et j'arrête directement les cachets la nuit. ah ouais, alors que normalement tu aurais dû continuer à les prendre. Ouais, plutôt, ouais. Parce que je te dis pas les 2 nuits que j'ai passées. C'était dur. Hein. D'accord. Donc j'appelle désespérée, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était d'arracher le truc. Donc j'appelle ma prestataire, c'était la démarche à faire s'il y avait un problème. Et là je lui dis fais quelque chose parce que là ça va pas, je vais tout arracher, j'en ai marre de votre truc, c'est pas possible, ça marche pas et tout. Et là génial, quelqu'un de hyper cool me dit pose-toi Véro, dis-moi ce qui se passe et tout. Donc je lui explique. Et là elle me dit ne t'en fais pas, je téléphone au docteur Hertz, on va revoir le protocole, t'as dû te planter et tout. Et effectivement, je m'étais trompée, il fallait pas arrêter les médicaments. Donc on reprend tout du début et là, ça va, ça commence à aller mieux et c'est franchement magique. Ouais. Tu sens au niveau moteur, tu sens un retour vers ta motricité d'avant, quoi. Ah ben en fait, si tu veux, les personnes qui me connaissent le mieux, qui m'avaient pas vu, qui me connaissaient avec les médicaments, etc., les problèmes, les difficultés que j'avais, elles me disent, Véronique, on t'a retrouvée. Ah, ton
entourage l'a vu aussi, alors. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, tu es plutôt contente. Là aujourd'hui, tu es seulement sous pompe, tu plus de cachet. Là. Ouais, mais depuis le début. Hein, en fait, le protocole, c'est de diminuer les cachets progressivement, mais assez rapidement, hein, quand même en une semaine, et d'adapter la dose d'Aputinon en fonction des résultats. Ok. Est-ce que tu la prends 24 heures sur 24 ta pompe? Ouais, 24 heures sur 24. D'accord. Donc tu dors avec Ouais, avec un dosage qui est plus léger la nuit que le jour. exactement. Et c'est le dosage qu'on a un peu. En fait, on a ajusté les horaires puisque la pompe en fait te permet de changer les doses selon l'heure que tu Là, décides. tu peux la programmer. Ouais. Voilà. Et donc le docteur Hertz et moi, on a décidé, on a trouvé que le début de la nuit, on l'a considéré à 23 heures, non 22 heures, pardon, et la fin vers 5 heures du matin. Alors qu'au début, on était plus sur 21 heures et 6 heures du matin. Ouais. Et toi, tu étais un peu active tôt le matin, donc tu avais besoin de Ouais, et puis de toute façon, je vais pas mentir, hein, le matin, comme la nuit, on a une dose plus courte, enfin, plus petite. Comme je dis souvent, le matin, il faut le temps que le cerveau il reprenne sa dose qu'il a besoin. Et donc les matinées sont un tout petit peu difficiles, le temps que ça se mette en route. Mais c'est rien comparé à avant. Ok, du coup, comment tu te sens aujourd'hui avec ta maladie de Parkinson? Est-ce que t'es toujours dans la même acceptation? Tu te sens bien? Tu te projettes dans l'avenir? Comment tu vis aujourd'hui psychologiquement le truc? Franchement, je m'en passerai, ça c'est sûr. Je Ouais, m'en passerai bien. Mais bon, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est ma réalité à moi. Je suis parkinsonien. À partir d'aujourd'hui, je dois vivre avec. Donc, il vaut mieux faire avec. Parce que si on essaye de lutter, on va pas s'en sortir. ok. Donc j'essaye de faire ça. Maintenant, je sens que, en fait, ce que j'essaye de savoir, c'est quand est-ce que ça progresse. Et j'ai du mal à m'apercevoir. Peut-être que ça progresse pas, tant mieux, je sais pas. Mais il y a des moments, des périodes, des mois où je me dis, oh là là, ça doit être en train de progresser, ça va moins bien et tout. Et puis le mois d'après, ça va vachement bien. Donc je dis, bah non, ça devait pas être ça. Si, ouais, c'est pas pour te saper le moral, mais je suis sûr que ça progresse. Je sais bien. Mais En plus, le truc, c'est, on va reprendre mon ancienne neurologue, on va se donner de la marge. Hein. ouais. Ok, donc on va en venir un petit peu sur le sport. Parce que du coup, il y a de ça 10-15 ans, les neurologues, les médecins, ils disaient aux malades de Parkinson de pas trop s'agiter, de rester plutôt tranquille, etc. Et Ouais. en fait, entre-temps, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé, donc ceux qui me suivent le savent parce que je le dis à peu près tous les jours, que l'activité physique, donc le fait de bouger, d'aller chez le kiné, de marcher, ouais, de se bouger tout simplement, c'est pas juste bénéfique. En fait, c'est le seul moyen non médicamenteux, même le seul moyen tout court, qui nous permet de ralentir l'évolution de la maladie. Message très important, le sport, je le dis à chaque fois aussi, sans aller s'imaginer qu'il faut courir 1 heure et demie tous les matins à l'aube ou faire de la nage de fou ou je sais pas quoi, mais juste de l'exercice adapté à ses symptômes et à son état, euh, ralentit l'évolution de la maladie de Parkinson. Et y a même comment dire, il y a même un rôle neuroprotecteur, il y a même des connexions neuronales qui se refont grâce au sport. Donc, à partir de quand tu prends conscience de ça? Eh bien, en fait, je vais pas te mentir, ma neurologue parisienne m'avait demandé de faire du sport et m'avait dit la marche nordique c'est bien, la marche avec les bâtons. Ouais. Le problème c'est que je déteste marcher. Hein. Franchement, j'aime pas ça, je trouve ça inutile. Moi, il faut le côté sportif Ouais, puis, me va mieux. Mais j'en ai fait. J'ai acheté les bâtons. J'ai été au bord de la mer, j'ai marché sur la plage, c'était difficile et tout. Et franchement, ça m'a gavé. aucun plaisir. Non, j'ai pas de plaisir à la
marche. Ok. Franchement, je suis désolée. Les paysages, je les trouve super beaux, mais marcher, c'est Ouais. compliqué pour moi. Donc ça n'a pas marché. Donc j'ai pas fait de marche. J'ai dû passer à peu près 5 ans sans trop faire de sport. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose, que je Sans, trouve un sport. sans savoir vraiment quoi, tu avais envie de trouver une activité physique Ouais, pour te bouger, pour aller mieux, mais exact. tu savais pas encore vers quoi te tourner. Non, franchement, je savais pas, donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé sur Internet. Ouais, Et, et très vite, j'ai vu qu'il y avait un sport qui ressortait, qui était le tennis de table. ouais, ouais. Alors, pareil pour informer un petit peu, il a été prouvé par des études que le tennis de table était bénéfique pour les patients de maladies neurologiques, donc Alzheimer et Parkinson. Il y a un partenariat entre France Parkinson et la Fédération française de tennis de table. Donc c'est pas des lubies, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé. Et voilà, donc tu découvres, tu t'orientes vers le tennis de table. Ouais, parce que comme tout le monde, j'ai fait du tennis de table quand j'étais jeune, en particulier au lycée. J'allais jamais à la cantine où je mangeais en 3 minutes top chrono et je passais 1 heure à faire du tennis de table en double. Donc je me suis dit, ça je sais que j'aime, ça je sais que c'est bien, donc je vais faire ça. Et en cherchant un peu plus loin sur Internet par rapport au tennis de table, je me dis, oh, puis en plus, il y a un championnat du monde de tennis de table pour gens atteints de Parkinson. Ben tiens, pourquoi je ne ferais pas une pierre deux coups et que j'essaierais d'aller au championnat du monde, comme ça je pourrais, un, faire du tennis de table et deux, faire parler de la maladie. Alors ouais, effectivement, vu que la science a prouvé l'efficacité du tennis de table pour ça, il y a plein de trucs qui sont montés partout dans le monde autour de cette activité. Et effectivement, il y a eu un championnat du monde en Crète réservé aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. D'ailleurs, ça s'appelle le Ping Parkinson maintenant. Euh, Ça fait partie du Ping Santé, puisqu'il n'y a pas que nous, mais c'est bénéfique pour d'autres aussi. Et donc, tu te lances un défi de te Ouais. dire, je me mets à l'activité et je vais aller. Alors, il y a des catégories. C'est Alors un en fait, championnat du monde. C'est un championnat du monde, mais c'est pas. alors, Comment dire? en fait pour tout avouer, je me dis, ok, je vais faire ça. Je frappe au premier club qui est à côté de chez moi, à Clermont-Lérault. Je vois une personne, je fais, ouais, voilà, j'ai un projet, je veux faire les championnats du monde de Ping Parkinson. J'y vais cash, hein, comme ça. Je connais pas mon niveau. Et la personne me dit, bah écoutez, le coach, il est là, vous allez la voir. Donc j'y vais. Elle me dit, ouais, c'est intéressant, je peux voir ton niveau. Donc elle me donne une raquette. Je me mets à une table avec un mec qui sait assez bien jouer. J'ai l'impression de bien me débrouiller, de renvoyer la balle. Elle me fait, c'est bon, ok, j'ai vu ton niveau. D'accord. Je lui dis, c'est quoi mon niveau? Elle me fait, bah, débutant. Ah, bon, bah, d'accord. Mais ton projet m'intéresse, on va le faire. C'est la coach que tu as encore aujourd'hui, là, non? Ouais, bien sûr, c'est Anne-Laure. Elle est pas là. Non, elle n'est pas là ce Ok, soir, parce que elle a trop de temps. on en avait parlé un petit peu en préparant. Ouais, mais on fera un truc spécial. Ok, donc tu découvres cette activité, tu kiffes, tu t'amuses bien. Ouais, et puis on prépare sérieusement les championnats du monde. C'était pas une lobby. Je lance un crowdfunding. On fait, on s'inscrit à l'Open de France, qui a lieu pour la première fois en 2023. Et vas-y, fini, pardon. Non, ben voilà. Et puis on se dit, bah, à l'Open de France, on va voir mon niveau, on va voir ce qui se passe, on va voir si ça Et vaut le est-ce coup. que au-delà du défi et du côté sympa de partir en voyage et de cette aventure, est-ce que tu ressens les bénéfices sur ton côté moteur? Est-ce que tu ressens que depuis que tu joues au ping-pong, ça va mieux? Bah, en fait, comme c'est couplé avec la pompe, je pense que je différencie pas les deux. En fait, je pense que les deux font que ça va vachement bien. D'accord. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le tennis de table, si tu as eu une journée de merde, comme ça peut arriver, ou tu as eu pas mal de symptômes, ou alors on t'a fait chier pour je sais pas quoi, tu peux aller au tennis de table, ça marche vachement bien. Alors ouais, c'est un côté où tu vas aller te vider la tête en même temps. Et Ouais. ça a aussi
un côté social où il y a des gens, c'est pas forcément notre cas à tous les deux, mais il y a des gens qui sont vachement isolés. Et le fait d'aller faire du sport, du tennis de table ou autre chose, ça permet d'aller voir des gens, alors qu'ils soient malades comme nous ou pas. Ça permet d'avoir une vie sociale un peu plus, comme on dit, élargie, avec des nouvelles personnes qu'on va aller voir, avec qui on va discuter, avec qui peut-être on peut boire un verre ou aller au resto. Et voilà, donc en plus, au-delà du rôle moteur, le sport, comme d'autres trucs, hein, comme d'autres passions, hein, comme le jardinage, comme la musique, comme tout, ça permet aussi de conserver un lien social, puisque la plupart d'entre nous, on ne travaille plus, du moins en présentiel. Du coup, il y a déjà le côté où les collègues, on les voit plus. Ouais. Donc le côté social, le sport remplit la case aussi. Ouais, tout à fait. Ok, donc tu vas, donc c'était en Crète, hein. C'était en Crète. Alors ouais, d'abord l'Open de France et puis après la Crète. Finalement, comme je me suis bien comportée à l'Open de France, mon coach a dit c'est bon, je t'autorise à aller au championnat du monde. Et on est allé donc en Crète en novembre avec ma petite famille en supporter. Donc on dit ça simplement, mais tu as quand même monté un projet où tu as trouvé des sponsors, donc tu parles de crowdfunding. Donc tu as réussi à financer ton voyage et ta participation aux mondiaux de parce que il y a une inscription qui est assez chère quand même, de toute façon pour cet Open. Et puis le voyage en Crète, c'est pas simple. Hein. Novembre en Crète, c'est pas la bonne saison quand même pour y aller. Même s'il a fait 30 et Chloé était à 27. Ouais, ça donne envie. Si on en parle de envie. Ok, et donc là-bas, ça s'est bien passé plutôt. Alors c'était pas mal, ouais. C'était bien. J'ai eu un premier match hyper facile, t'avoue. Donc je me suis dit merde, j'espère que ça va être un peu plus compliqué parce que là, ça me met pas dans la compétition. Et le deuxième match, bah oui, c'était plus compliqué. Je me suis fait battre, mais alors que j'avais le match à ma portée. Ouais. Et donc j'avais une solution le deuxième jour, c'était gagner tous mes matchs ou alors c'était fini. Ok, donc j'ai eu 2 matchs où là je me suis mis la musique de Karate Kid, tu vois, le truc final là où il faut qu'il gagne et tout, et je suis partie à fond et j'ai gagné mes 2 matchs. Ok, donc qualifié pour les demi-finales. Exactement. Donc je me suis dit je vais remettre la même musique, mais là ça n'a pas marché. Ah non, ouais, là c'est le silence. L'anxiété a pris le dessus. Ok, donc parce qu'il faut savoir, les parkinsoniens, ils ont un défaut, c'est qu'ils amplifient les émotions. Et quand tu es stressé, tu es doublement stressé. Et quand tu es anxieux, tu es doublement anxieux. Et là, de l'avis de tous ceux qui étaient sur place, j'ai pas joué comme il fallait et j'étais pas moi-même. Ça fait partie de l'apprentissage, on va dire. Ouais. Exactement, voilà. C'est comme ça que tu prends de l'expérience. Oui, il y avait ça aussi. Hein, parce que mon adversaire, il était clair qu'elle jouait au tennis de table depuis plus longtemps. Et puis bah moi, j'avais qu'une compétition de Parkinson derrière. Bon bah voilà quoi. Ok, donc là on est en route pour le week-end de Pâques. Il y a de nouveau l'Open de France. Ouais, bien sûr. Bah je vais bientôt aller à Boulogne. Je vais aller m'entraîner avec Rémi, si c'est possible, Rémi Salon, et on va discuter de cette Open et on y sera, bien sûr, on y sera. Et j'espère que tu y seras toi aussi. Ouais, j'y serai aussi. Hein, donc pour la petite histoire, donc Véro, on s'est rencontrés sur les réseaux il y a plusieurs mois et en fait c'est grâce à elle que j'ai fait l'immersion chez les Barracudas au baseball de Montpellier. Et on s'est revus quelques fois et du coup c'est aussi elle qui m'a filmé quand j'étais au rugby et c'est aussi elle qui m'a filmé quand j'étais au tennis à Paris. Et en fait on s'est vu plusieurs fois. Elle m'a proposé plusieurs fois de venir jouer au ping-pong avec elle dans son club. J'ai mis le temps, j'ai décliné plusieurs fois, enfin en tout cas on n'a pas pu s'organiser rapidement. Puis moi j'avais pas ça en tête. C'était pas un truc que j'avais en tête de faire tout de suite, etc. Et ben en fait j'y suis allé et on s'est bien amusé. Et, je
je me suis un peu projeté en me disant, alors le truc, l'argument, c'est que le prochain championnat du monde de Ping Parkinson, il se passe en France. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je suis pas nul, je m'amuse bien. Pourquoi ne pas essayer d'aller faire un petit tour au championnat du monde de Ping Parkinson? Voilà, ça reste un truc sympa à faire avec notre maladie. C'est un petit défi. Je pars de rien parce que j'aimais jouer. Donc ouais, on se verra tous les deux à Paris au week-end de Pâques. Ouais, bah, j'espère qu'il y aura des doubles mixtes ou des choses comme ça pour qu'on puisse faire équipe. Ouais, je pense que oui. L'année dernière, il y avait pas de double, mais cette année, il y aura peut-être des doubles à l'Open de France. Ouais, on verra. Donc on se donnera. Suggère à l'organisation. Ouais, je sais pas s'ils me regardent. Hein. J'ai pas non plus une audience de fou, mais ouais, donc on se verra là-bas pour ce défi. Et je vais demander aux gens qui nous regardent si vous avez des questions à poser à Véro par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, à son témoignage, je sais pas, peut-être des questions sur la maladie aussi, ou voilà. Il y avait un truc que tu voulais savoir et que tu voulais dire et qu'on n'a pas parlé, c'est pour le championnat du monde, en fait, il y a des classifications. Ouais. En fait, tu donnes tes symptômes et tu donnes ton niveau de ping-pong et ils ont une classification classe 1, classe 2, classe 3. Ok. Donc tu te retrouves à peu près avec des personnes qui ont ton niveau, quoi, et de maladie et de tennis de table. Ok, ouais, bah, je découvrirai tout ça. Il faut savoir que c'est assez incroyable. Hein. Moi, je sais que mon mari m'a avoué après coup qu'il était un peu inquiet d'aller là-bas parce qu'il allait voir beaucoup de Parkinsoniens avec des symptômes différents. Et c'est vrai que certaines personnes sont assez impressionnantes de courage parce que moi, j'ai vu des gagnants de certaines catégories, un gars qui n'arrêtait pas de tomber. Il avait des genouillères, en fait, au niveau des genoux. Mais on a très vite compris pourquoi, parce qu'il faisait 2 pas et il tombait. Et pour jouer au tennis de table, il se tenait à la table. N'empêche qu'il a gagné. Ouais. Donc, combien d'heures de sport pratiquez-vous par jour? Alors, c'est des questions qui avaient aussi souvent par rapport à ce que je moi, poste. J'en fais pas tous les jours du sport. Ouais. Mais du tennis de table, j'en fais 3 fois par semaine. À chaque fois 2 heures, 2 heures et demie. Alors, ton niveau, attends, je finis de répondre, après je prends l'autre. Moi, c'est un petit peu pareil, en fait. On essaie au quotidien de faire le maximum de choses à pied, en marchant, donc d'amener mes enfants à l'école ou d'aller à la boulangerie ou au tabac ou autre, à pied. Après, moi, j'ai 2 séances de kiné par semaine où je travaille sur une machine. J'ai une séance de coaching en activité physique adaptée par semaine, donc ça fait déjà 3 jours sur 5 de la semaine où je suis actif. Et après, le week-end, ça m'arrive d'aller jouer au tennis, voilà, de faire des activités en plus. Mais comme je poste beaucoup de choses de sport, les gens s'imaginent des fois que tous les jours je suis en mode guerrier. Non, on essaie d'en faire raisonnablement, on prend du plaisir. Les immersions, c'est une fois de temps en temps et je prends beaucoup de plaisir à les faire, c'est super sympa. Mais on peut pas non plus. Déjà, quelqu'un de pas malade. Trop de sport, ça peut être aussi pas dangereux, mais en tout cas très fatigant et néfaste. Donc non, c'est mesuré. Donc il y a des jours où je fais rien du tout, par exemple. Oui. Mais il y a des jours, il y a des jours où j'en fais beaucoup, mais quand j'en fais beaucoup, je le paye en fatigue. Voilà, j'allais le dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que la pratique du sport, c'est bien, mais on reste parkinsonien avant tout. Et moi, si je fais un petit peu trop de quelque chose, je le paye les jours d'après quand même. Faut pas croire. Question de Guillaume, combien y a-t-il de Parkinsoniens en France? 300 000. 300 000 malades de Parkinson en France, avec un âge moyen de 58 ans, un âge moyen de diagnostic de 58 ans, et entre 25 et 27 000 nouveaux cas par an. Ton niveau de ping-pong est établi par qui? Ma coach. Non, mais par rapport aux compétitions. En fait, on répond à un questionnaire, et moi, j'ai fait répondre le questionnaire au niveau du niveau de ping-pong, j'ai fait répondre à ma coach, qui sait beaucoup mieux que moi mon niveau. D'accord.
Question de Guillaume. Est-ce que ces championnats existent dans tous les sports? Alors non. Et c'est bien, là ça va être l'instant coup de gueule d'Anto, c'est que il y a plein de sports qui sont reconnus comme handisports, qui sont même aux Jeux Olympiques. Je pense au para-badminton. Je pense il y a un sport où tu peux jouer au volley assis, et c'est un sport olympique. Et il y a le tennis, où soit t'es valide, ou soit t'es en fauteuil. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça, c'est un truc qui me dérange vraiment. Qui me dérange vraiment, parce que moi je fais tennis, c'est mon sport de base. Et qu'est-ce que j'aimerais euh, pouvoir pratiquer ma discipline avec des gens qui ont les mêmes troubles que moi. Parce que là, voilà, je vais pas me mettre dans un fauteuil roulant juste pour jouer au tennis. Et je vais pas aller jouer contre des gens valides parce que je vais pas prendre beaucoup de plaisir. Et voilà. Et ça n'existe pas dans le tennis. Alors j'essaye de faire ce que je peux pour contacter des personnes pour essayer de faire bouger les choses. Mais hormis ce coup de gueule tennis, non, ça n'existe pas dans tous les sports. Il y en a, mais c'est pas encore. Les maladies neurologiques ne sont pas encore complètement reconnues comme handicap. Donc il y a des sports où on n'est pas répertorié, tout simplement. Combien de temps s'est écoulé entre les diagnostics et la pose de la pompe? En fait, j'ai assisté à pas mal de conférences avec des neurologues invités par mon prestataire. Et il y a un des neurologues qui faisait part d'une étude sur la pose de pompe au plus tôt possible des patients et de la découverte de Parkinson, et qui s'avère ultra positif, mais c'est pas la norme, si vous voulez. Donc moi j'ai mis du temps, parce que, mais si vous le désirez, normalement, rien ne vous empêche de demander à votre neurologue d'avoir une pompe à apomorphine et d'essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne marche pas sur tous les Parkinson. Ça peut très bien ne pas être efficace pour votre cas, mais rien ne vous empêche d'essayer, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pas comme l'opération, bah, vous arrêtez la pompe et vous reprenez les cachets. Ouais. Alors ouais, donc c'est pas irréversible. C'est un truc qui se tente. Et pour répondre à la question de mon côté, moi j'ai été diagnostiqué en juillet 2021 et j'ai eu la pompe en mai 2022. Que faites-vous pour lutter contre la fatigue? Si tu parles du sommeil, je sais pas si tu parles du sommeil ou de la fatigue musculaire, mais si tu parles du sommeil, il y a la mélatonine notamment qui peut nous aider à mieux dormir. Et après, le sommeil et la maladie de Parkinson, c'est une grande histoire. C'est quelque chose. Donc en fait, il faut vivre avec. Moi, par exemple, là, je suis debout depuis 5h45 du matin parce que mon cerveau s'est réveillé et que je savais très bien que je n'avais pas trouvé le sommeil. Donc, il faut apprendre à vivre avec des troubles du sommeil. Et au niveau de la fatigue musculaire, c'est très très important de bien s'étirer. Parce que en fait, donc si je reprends un petit peu les symptômes de la maladie, tout le monde connaît les tremblements. D'ailleurs, tout le monde ne tremble pas. Hein. Et les autres symptômes, ça va être une lenteur généralisée et des raideurs articulaires et musculaires. Donc en fait, nous, c'est une nécessité de s'étirer le plus possible après le sport, et même des fois, juste à des moments de la journée, de faire des trucs comme ça. Hop, là, le plus haut possible. Voilà, pareil sur les jambes. Voilà. Moi, de toute façon, au bout d'un moment, je suis obligée de le faire. Hein. Ça devient instinctif, c'est le corps qui le demande. Ouais. Comment faire savoir à des Parkinsoniens qu'il existe un club sur notre commune qui accueille tout le monde? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'affichage, le bouche à oreille. Ouais. Si tu veux que je communique sur un truc, tu m'envoies un truc et je ferai une story ou un truc comme ça si tu veux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je rappelle au passage que là, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une émission de témoignage. Je suis très content d'avoir fait ce soir avec Véro. J'en ai fait beaucoup. À un moment donné, j'en faisais une par semaine. Et en fait, tout ce qu'on s'est dit ce soir, je vais faire un montage vidéo que je vais republier sur YouTube. Donc,
Ceux qui ne nous ont pas regardé ce soir et qui veulent voir le replay, ça sera disponible sur YouTube. Et même ceux qui veulent revoir ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je le mettrai sur YouTube ce soir ou demain matin. Et ouais, c'était cool en tout cas. Je précise que il y a une bonne question là, si tu veux, Anthony. Ouais. Est-ce que la pompe n'est pas trop gênante dans la vie de tous les jours? Tu veux répondre? Ouais, je peux répondre parce que justement, c'était ce qui m'inquiétait. Donc, moi, la pompe, je la porte dans une petite pochette Nike. C'est hyper mode. J'ai fait pas mal de bêtises avec au début. Je vais couper mes fleurs, je coupe le fil, je m'en aperçois pas, enfin des choses comme ça. Mais franchement, elle me gêne pas plus que ça. Le truc le plus embêtant, j'avoue, c'est la gestion de la piscine, où des moments où on doit aller dans l'eau parce qu'elle est pas, on peut pas la mettre dans l'eau. Alors, je vais la montrer déjà pour ceux qui la connaissent pas. Bon là, elle est à l'envers, mais le fil il est trop court. Donc c'est ça, et avec une cartouche d'Apoquinon qui est ici. Et donc c'est ça qu'on a sur nous tout le temps, relié par un cathéter. Là je me suis piqué au haut de la cuisse. Après, par rapport à la praticité au quotidien, moi aussi ça m'inquiétait avant de l'avoir. Et en fait, il y a un petit peu des solutions pour tous les cas de figure. Par exemple, moi quand je vais à la plage, si je suis branché, je vais me débrancher pour aller me baigner et je vais me rebrancher juste après. Ouais, moi, je fais la même chose, mais je fais un bonus avant. Ouais. On va peut-être pas expliquer le bonus. Non, mais c'est bien de le savoir en fait. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, selon les patients, de pouvoir faire des bonus. Donc ça veut dire que vous avez une dose supplémentaire et dans ce cas-là, vous pouvez l'arrêter et l'enlever. Ouais. Par exemple, je vais essayer de filmer correctement. Là, si je fais ça, ça passe sur stop. OK. Donc là, j'ai arrêté le débit de la pompe. D'accord? Donc la pompe ne distribue plus de traitement depuis que je viens de l'arrêter. Je peux donc me débrancher. C'est le moment fun de la soirée. J'y arrive. Donc, ça ressemble un petit peu à un clips de sac à dos ou voilà. Et donc ça, je me débranche, je vais me baigner, sachant que je me baigne pas non plus 25 minutes. Hein. Quand je me baigne, je vais me rafraîchir et je ressors. Et quand j'ai fini, je me rebranche. Il y a aussi des pochettes étanches qui sont inspirées du matériel de plongée qui existent pour pouvoir aller se baigner avec sa pompe. Voilà, donc il y a quand même des solutions pour ceux qui peuvent pas du tout se débrancher. Et si je peux me permettre, j'ai rencontré en fait le distributeur des pompes et qui a changé par exemple, qui donne 2-3 systèmes pour pouvoir transporter la pompe à tout le temps. Et il est très ouvert, on peut discuter avec lui et si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions, ça marche. Attends, moi, je sais qu'il a changé un système en m'écoutant. Ok. Et vous avez arrêté tous les médocs en parallèle. Oui. Alors Véro, oui. Véro, elle est passée de cachet à uniquement la pompe. Moi, j'ai toujours gardé et les patchs Nepro, et le Modopar, et la pompe, sauf depuis le 8 janvier, où en faisant mon rendez-vous de suivi, on essaye de se dire, comme j'ai beaucoup de dyskinésie quand je suis branché, de se dire qu'on va peut-être, on a déjà réduit les cachets à la dose de moitié, et on va certainement essayer de faire en sorte que je garde la pompe et les patchs, mais plus de cachets. Qu'est-ce qui conditionne le fait de passer des médicaments à la pompe? Ce qui donne ça, c'est quand les traitements oraux, donc les cachets qu'on avale, ou voilà la L-Dopa, n'est plus efficace sur nos symptômes moteurs et nos moteurs. Donc on appelle ça un traitement de seconde ligne. Donc on est obligé d'y passer quand ça va pas en fait, puisque la maladie. Oui, et sinon il y a quelques neurologues qui le conseillent dès le début. C'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être à voir. Peut-être que ça va se développer plus tard. Depuis combien de temps est-ce que vous avez la pompe? Moi, c'était en mai 2022. Et moi, en novembre. Allez, est-ce que vous avez encore quelques questions? Après, je vais aller manger parce que j'ai faim.
Il est quelle heure? Il est 19h05, mais Ah ouais, tu t'es levé à 5 heures, c'est ça? ouais, puis quand je prends pas ma petite collation, j'ai faim tôt. Et après la pompe, ah, il y a une question intéressante. Alors, on va rester encore un petit peu. Et après la pompe, il restera quel type de traitement? Les nouveaux traitements qui vont arriver et qu'on connaît pas. Alors, d'un côté, il y a des nouveaux traitements qui vont arriver, effectivement. Ce qu'il existe aujourd'hui, c'est la neurostimulation profonde. C'est-à-dire que, comment expliquer simplement et rapidement? Il y a une solution qui consiste à aller implanter deux petites électrodes dans le cerveau par deux trous qu'on fait dans la boîte crânienne pour aller réguler l'activité des noyaux qui sont concernés par notre problème de dopamine. Et donc avec un boîtier comme un pacemaker qui est là. Et donc c'est la neurostimulation cérébrale profonde. C'est la, je vais pas dire c'est le dernier cours, mais en gros, si on va jusqu'à cette opération, c'est que le reste ne marche pas. Mais Ouais. Moi je le vois pas tout à fait comme ça parce que je savais pas que en fait souvent j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit mais vous êtes vraiment parkinsonienne parce que comme j'ai plus de symptômes, je fais oui, j'ai la pompe et là la réaction des gens ça a été ah c'est bizarre, je croyais qu'on donnait la pompe juste à la fin. Alors, la fin de quoi? Ouais, je savais pas. la fin des Je pense que ce principe de permettre aux gens d'avoir la pompe à dopamine vers la fin, quand il n'y a plus de solution, je pense qu'il faut l'oublier ou qu'il faut essayer autre chose, quoi. Peut-être que ça peut marcher avant et peut-être que ça peut reculer aussi un peu la maladie. Il y a des recherches qui vont dans ce sens-là. C'est en train de changer un petit peu. Ouais, voilà. Quand quelqu'un demandait les effets secondaires, je ne sais pas si tu en as, toi, Anthony. Alors, les effets secondaires de la pompe, alors quand on va être mis sous pompe, on nous demande de prendre de l'imodium ou du motium, je sais plus lequel. Ouais, moi j'en ai pas. En fait, ça peut provoquer des nausées. Voilà. Donc, parce que j'ai une super anecdote. L'apomorphine a été utilisée aux États-Unis pour les détenus dans les prisons qui faisaient des conneries. On leur donnait de l'apomorphine parce que ça les faisait vomir. Voilà. donc ça peut provoquer une nausée. Et il y a aussi le fait que donc l'apomorphine, le produit qu'on reçoit en injection, il est pas dangereux, mais il n'est pas anodin non plus. Et donc on doit changer de zone où on se pique tous les jours, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de produits qui restent agglutinés sous notre peau, puisque sinon ça fait ce qu'on appelle des nodules. Donc ça fait des petites boules dures qui peuvent s'infecter. Donc voilà, c'est aussi l'un des effets secondaires. Il y a aussi des effets de somnolence un petit peu. Ah ben moi c'est clair, tu disais que tu avais des problèmes d'endormissement. Moi avec l'apomorphine la nuit, j'ai aucun problème d'endormissement. Ouais, non, mais il faut adapter selon la dose. Moi, juste après la mise en place, des fois, dans l'après-midi, j'étais assis, je pouvais m'endormir d'un coup. Quoi. Ouais. Et il y a un truc qu'on dit pas aussi, c'est que, et ça me fait assez sourire, j'ai ma neuro qui me demande à chaque rendez-vous si j'ai pas des hallucinations. Ouais. Ouais, mais je pense qu'un jour on en aura. Hein, mais Ouais, je pense aussi, mais j'attends ça avec impatience parce qu'il paraît que certaines personnes voient leurs ancêtres et discutent avec eux, donc je suis impatiente de rencontrer mon grand-père. Il y a ça, il y a aussi moi, à chaque rendez-vous et partout, où que j'aille, même quand je suis à Marseille ou quoi, on me demande aussi si je vois pas des objets bouger autour de moi. C'est ça, ouais. Donc voilà, ça fait partie aussi du package. Partie du package, mais jusqu'ici tout va bien. Ouais, j'ai fait un réel, jusqu'ici tout va bien. Comme je dis toujours, j'ai 2 chats, j'en ai pas 4. Donc tout va bien. Ouais. Pourrez-vous une autre fois parler des Parkinson's Oui, c'est une bonne idée. Si je suis preneur de témoins. J'en ai quelques-uns d'avance que je vais pouvoir inviter dans les prochaines semaines. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent venir pour la place de Véro une prochaine fois, c'est un grand plaisir. Envoyez-moi un message sur Insta et on s'organise ça. Véro, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible ce soir. Ouais.
C'était super cool. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis content de faire la reprise avec toi. Merci, c'est gentil. Donc, merci pour ton témoignage. Merci à tous. Si tu as peut-être un mot de la fin à dire, je sais pas. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que je commence à recevoir pas mal de coups de fil de Parkinsoniens pour le tennis de table et pour la pompe. N'hésitez pas à appeler. On est toujours là pour raconter notre vécu. Donc pas pour donner des conseils, mais pour raconter notre vécu parce que je suis pas neurologue. Et juste un dernier mot. Le ping santé, c'est bien. Vous l'avez compris, le tennis de table. J'ai le droit d'en parler Ouais, maintenant, vas-y. Anthony. Et donc on a ouvert une section à Clermont-Lérault, une petite section et qui commence à prendre grâce à l'avenue d'Anthony peut-être aussi. Et n'hésitez pas dans vos villes, dans vos clubs, allez sonner et allez leur dire ouais, il nous faut de la place pour jouer au tennis de table et peut-être que ça fera une boule de neige. Moi j'ai un gros projet par rapport à ça, je vous en parlerai un jour, mais allez-y, si vous aimez un peu le tennis de table, n'hésitez pas. Attends, je crois que j'ai une question. Ah non, c'est un commentaire. Ok, merci à tout le monde. Je fais le montage et je mettrai en ligne sur YouTube. Je ferai des stories pour mettre le lien de ceux qui veulent nous voir ou nous revoir. Véro, merci, à bientôt. Merci Bonne soirée Anthony. à tout le monde et j'espère à la semaine prochaine si j'arrive à m'organiser pour un nouveau ciel mon parti dimanche prochain. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Ciao.